Moi, je pense que je suis peut-être pas tant attiré par le malaise que repoussé par le confort. J'ai l'impression que si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu te mettes en danger, que tu te déstabilises. Quand tu es un petit bébé qui marche pas encore, puis on veut que tu fasses un premier pas, ben, tu penses que tu vas tomber d'une falaise, là. Tu sens vraiment un danger, puis finalement, ben, tu passes par-dessus, puis tu le fais ton deuxième pas. Si je suis trop dans le confort, non seulement j'avance pas, mais même je recule, tu sais. Je me dis, si moi je suis comme ça, il y a sûrement une grosse partie du public qui est comme ça aussi. Fait que je vais essayer de faire des films qui peuvent les... pas brusquer les gens, mais mettons les déstabiliser un peu, tu sais, que leurs repères sont brouillés pendant quelques secondes et ils savent plus trop dans quoi je les ai plongés, dans quel genre d'expérience je les ai plongés. Puis c'est comme si, au sortir de cette expérience-là, ben j'aimerais ça qu'ils aient fait un pas en avant d'eux, tu sais. Je suis cinéaste, mais en même temps, des fois, je me sens imposteur de dire ça. Je pense que je suis aussi un citoyen engagé, peut-être un peu activiste, mais ça va m'arriver aussi de me sentir imposteur, de me présenter comme activiste. Puis je pourrais comme continuer comme ça, là, à décrire toutes les étiquettes avec lesquelles j'ai de la misère dans la vie, là. C'est comme si j'aimais pas ça, moi, ces catégories-là. J'ai fait un bac en histoire. Je pensais vraiment pas me mettre à faire des films. Puis à la fin de mon bac, je me suis fait un copain qui, lui, était cinéaste. Puis c'est la fin de semaine, je le voyais faire du montage, il partait filmer. Puis à ce moment-là, il y avait des grosses mobilisations sociales au Québec. C'était le lendemain du Sommet des Amériques à Québec. Donc j'ai comme commencé à faire de la vidéo dans ce contexte-là. Mais c'est comme si l'aspect cinéma était secondaire. Ce qu'on voulait surtout, c'était documenter ce qui se passait, comme créer des archives de ces mouvements sociaux-là. Disons qu'il y a comme une genre de dichotomie. Il y a le contenant puis le contenu. Nous, on voulait juste que le contenu soit bon. C'est ça que t'as pris, toi, hein? Ça sent la même affaire que t'avais. C'est l'eucalyptus, par exemple. Je pensais que c'était au citron. Mais moi, je trouve que ça sent pas ça. Toi, tu le sentiras tantôt. OK, fait que là, elle le fait jouer. Fait que pendant plusieurs années, c'est ça, on a fait des trucs dans l'espace public qui déstabilisaient les gens, puis sur différents sujets. J'essaie de brasser un peu tout ce qui est ton statu quo, de déstabiliser les gens, créer de l'inconfort, puis mais dans un objectif bienveillant. Là. C'est pas, je vais pas faire de mal à personne. Donc, c'est ça. Ce qu'on voit présentement, on est allé à New York pour manifester contre la guerre en Irak, puis on avait une banderole qu'on tenait dans les mains. Puis la police, en fait, elle arrêtait presque tout le monde là, à ce moment-là. Donc, même si on faisait absolument rien d'illégal, ils nous ont arrêtés. Puis ils nous ont emmenés en prison. Est-ce que ça m'a donné envie d'arrêter? Pas du tout, là. J'étais comme, au contraire, encore plus crinqué à bloc. Puis aussi parce que tout ce qu'on avait fait, c'était pacifique. Puis qu'est-ce qui arrive? On nous envoie en prison. Fait que, tu sais, le sentiment d'injustice que j'avais avant même d'arriver là-bas, bien, il était décuplé, là. Fait qu'au contraire, je pense que des événements comme ça donne envie à beaucoup de monde de se mettre à militer plus. Parce que là, ils sont pas juste témoins d'injustice,
ils vivent eux-mêmes l'injustice. Fait que moi, au contraire, là, ça m'a vraiment craqué tout ça, là. Alors ici, c'est la salle bleue de Parallœil. Parallœil qui est un centre en art médiatique à Rimouski. Moi, je dirais que c'est vraiment une communauté ici, tu sais. Puis c'est un peu aussi grâce à Parallœil que je me suis mis à faire des films, à me perfectionner, à gagner confiance en moi. Mettons, si j'étais un prof en histoire de l'art, là, puis j'utilisais des grands mots, là, je dirais que moi, ce que j'aime faire, c'est de l'art furtif. Ça veut dire ça que furtif, ça vient des avions furtifs, c'est-à-dire que l'avion, elle passe, mais on la voit pas. C'est un genre d'avion fantôme. Fait que de l'art furtif, c'est de l'art qu'on ne sait pas en fait que c'est de l'art. Puis les gens, ils passent à côté, puis tout d'un coup, ils font le saut. Puis c'est pas écrit, il n'y a pas un panneau où c'est écrit « Voici une œuvre d'art ». Parce que s'il y avait un panneau, bien, les gens ils diraient « Ah, OK, c'est pour ça que c'est bizarre de même, c'est parce que c'est de l'art ». Puis là, ils continueraient leur trajet comme d'habitude sur le pilote automatique, tu sais. Alors que moi, ce que j'aime, c'est qu'au contraire, on pitch de quoi à côté d'eux autres vraiment déstabilisant et bizarre. Puis il n'y a pas de panneau qui dit que ça, c'est de l'art. Comme ça les travaille, puis ils se questionnent, tu sais. C'est ça, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est de faire disons, des vidéos qui ne seront pas présentées à la télé ou au cinéma. Parce que là, si on fait ça, c'est comme si c'est clair que c'est de la fiction, puis que le public, il va savoir qu'on raconte de la fiction. Moi, ce que j'aime, c'est présenter ces vidéos-là sur Internet parce que les gens, ils tombent là-dessus puis ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Parrainer un enfant riche, c'est une campagne plus comme humanitaire, un peu comme Vision mondiale y fait, mais dans une logique inversée. Donc, c'est des familles du Sud qui parrainent des enfants en Occident qui n'ont pas des problèmes de pauvreté matérielle, mais de pauvreté relationnelle, tu sais. Mais tout ça en imitant comme l'esthétique des infopubs de Vision mondiale ou de l'UNICEF, fait qu'avec un ton un peu misérabiliste. Puis, en fait, le but, c'est de faire à croire au public, quand ils vont tomber là-dessus sur les réseaux sociaux, que c'est vrai. Après ça, j'ai fait le projet « Moi, j'ai un ami blanc », qui est aussi une campagne de sensibilisation où, encore une fois, j'imite les codes esthétiques de ces campagnes-là. Le but, c'est d'encourager les gens, c'est de montrer à quel point c'est le fun d'avoir un ami blanc. Fait que pour ça, il faut que ce soit comme joyeux, là. Cette semaine, nous visitons le Moyen-Occident où plusieurs ethnies se partagent le territoire. Elles profitent toutes d'infrastructures enviables. Réseaux électriques qui fonctionnent sans interruption. Canalisation d'eau potable branchée à toutes les maisons. Réseau de fibres optiques pour Internet haute vitesse qui fonctionne en tout temps. Ils ont tout. Et pourtant, ils sont pauvres. La pauvreté de type relationnel est difficile à imaginer pour vous qui nous écoutez. Pourtant, ces ravages sont bien réels chez les jeunes occidentaux. Des jeunes comme le petit Kevin, 13 ans. Ça me fait vraiment de la peine. Toutes ces allergies, ces troubles obsessionnels compulsifs. Pour protéger mon Kevin, j'avais installé 5 caméras extérieures et 10 intérieures. J'avais installé des poignées avec la nanotechnologie antibactérienne. Comme tant d'autres enfants en Occident, Kevin était affligé par la peur des microbes. L'usage excessif de Purell a fini par brûler ses paumes de main. Son père a dû changer les serrures qui fonctionnaient sur la reconnaissance des empreintes de main. Kevin avait toujours été excessif, mais à un certain moment, le bouchon a sauté. Ouvre, Kevin! J'ai oublié les clés. Le code? V221? Non? 223? Kevin! Nous parrainons Kevin depuis le printemps passé. C'est un enfant sensible, franchement attachant. Pour nous, c'est important de partager notre richesse. Tout le monde devrait avoir accès à des amis, aux aînés, aux voisins. Mon fils était réticent au départ, mais maintenant, il s'amuse à lire la correspondance de ses parents. Pour répondre à ta question, cher Kevin,
Non, on ne connaît pas le purel en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est quoi le purel? La purée d'éléphant? On apprend à Kevin à dire bonjour aux gens sur la rue. Mais il dit qu'en Occident, personne ne fait ça. Il y a juste les déficients, les itinérants et les vieux qui font ça. Qui aurait pensé qu'une simple correspondance pouvait changer si vite la vie d'un enfant comme Kevin? Quelques minutes par semaine suffisent pour faire une immense différence. Je ne pourrai jamais assez remercier l'équipe de parrainer un enfant riche d'avoir sauvé mon petit gars. Comme la famille Kwame, vous aussi, vous pouvez faire la différence dans la vie d'un enfant d'Occident. N'attendez plus. Rendez-vous en ligne aux coordonnées qui défilent au bas de l'écran. On est ensemble. Turikungwe. Marie-Philippe, c'est mon amie Blanche. On s'est connus au Maroc. Elle était venue faire un rallye en Jeep dans le désert pour le cancer du sein. Elle est sensible à tellement de causes. Avant de connaître Marie-Philippe, bon, je veux pas dire que j'étais raciste, mais c'est vrai, j'avais des idées préconçues envers les Blancs. Je trouvais leur cuisine un petit peu fade, là, mais ça sent jamais les épices chez eux. Je me souviens un jour, on s'est fait arrêter, puis moi, j'étais complètement figée. Mais Marie-Philippe, elle m'a dit « Pourquoi tu t'inquiètes, Sophia? C'est juste une police. » Pauvre petite, elle est tellement naïve. Je m'en fais vraiment pour les Blancs des fois. On dirait qu'ils sont pas conscients qu'ils pourraient recevoir un coup de matraque à tout moment. Par contre, les cheveux des Blancs, je trouve ça tellement beau, ça brille au soleil, ça a l'air tellement doux. Ah, puis leur belle peau de pêche, je veux dire, ça donne quasiment faim. C'est sûr que c'est une culture un peu particulière, un peu exotique, tu sais, avec des mœurs, des coutumes. Mais grâce à Marie-Philippe, j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de se concentrer sur ces différences-là, mais plus sur ce qui nous unit. Bon, OK, c'est weird, des Blancs qui payent 3000 $ pour une retraite de yoga. Mais tu sais, il faut aller voir ce qu'il y a de commun derrière. Comme nous, ils cherchent juste à trouver un équilibre dans leur vie, tu sais. Au fond, les Blancs, c'est des gens comme tout le monde. Je m'appelle Safia Moussaoui et je suis fière d'avoir une amie blanche. Xavier, c'est mon ami blanc. Au fait, c'est mon ami tout court. Sa couleur de peau, je ne le vois même plus. Bien qu'il fait un peu cliché parfois, il adore les plats des autres pays, tout ce qui vient d'ailleurs. Xavier, c'est une personne comme nous, qui a des émotions, qui rit, qui pleure. D'ailleurs, quand il pense aux dommages qu'a causé la colonisation, il se sent vraiment coupable. C'est pour ça maintenant qu'il fait des films sur les opprimés. On dirait qu'il essaie de réparer les dégâts de ses pères. Il se prend pour le sauveur du monde. C'est bien les Blancs, ça. Je n'ose pas le lui dire. Le mieux qu'il fait avec ses films, c'est de se créer des emplois pour lui-même dans le cinéma. Mais Xavier n'est pas juste un cinéaste, il a plein d'autres facettes. Il est végétarien, homosexuel, citoyen du monde. Avoir un ami blanc m'a permis de voir d'autres facettes d'une personne, de ne plus me limiter à la couleur de sa peau. Et mon esprit est plus ouvert, je comprends mieux les Blancs aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Jeanne Dessalines et je suis fière d'avoir un ami blanc. Moi, je suis comme nomade sur le territoire québécois. Tu sais, je suis né à Shawinigan. Une grosse partie de ma famille habite encore là. Après ça, tu sais, les familles, aujourd'hui, ça se sépare. Fait que là, on est parti à Montréal. En fait, j'ai passé la moitié de ma vie à peu près dans les grands centres, puis la moitié en région. Là où j'ai habité le plus longtemps en région, c'est à Rimouski, là, pendant 10 ans. Ben, je pense que d'être nomade, quand t'es nomade, t'es attiré par les autres. Les autres, là, ça peut être... C'est comme autre avec un A majuscule. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont différents de toi. Tu sais, t'as comme une curiosité insatiable. Tu veux tout le temps comme
Fait que, tu sais, moi, je fais des films sur des gens que je connais pas, mais en même temps qui m'attirent, tu sais. J'étais à Rimouski, puis je faisais beaucoup de projets sur les immigrants. Ah, ben, pas en fait sur, mais tu sais, avec eux autres. T'sais, je les intégrais dans ces projets-là. Les queers à Rimouski. Tu sais, en région, le mouvement queer, on pense que c'est très occidental, mais centré dans les grandes villes, les métropoles, tu sais. Alors qu'à Rimouski, il y avait des soirées queer, il y avait des actions, il y avait comme plein d'affaires, il y avait une espèce de mouvance qui était là même avant que moi j'arrive à Rimouski, tu sais. Faites-moi, depuis toujours, je donne le micro à des gens qui l'ont pas, tu sais, qui l'ont jamais, là. Ça, c'est mon beau-père avec qui j'ai fait beaucoup de voiles. Puis lui, bon, il a fait le tour du monde en solitaire sur son bateau. Il m'a comme initié un peu, là. On a fait de la voile au Portugal, en Espagne, sur la côte est américaine, dans le coin de Cape Cod. Lui, il a souvent fait le fleuve Saint-Laurent, puis il a souvent navigué ici en face de Rimouski, puis sur la côte nord. C'est un coin que j'ai fait aussi à la voile. Il m'a comme fait découvrir là, le fleuve. Mais peut-être quand on habite en grande ville, on pense aux régions, puis on pense aux ressources naturelles, à la pêche, aux fermes, justement, tu sais. Puis finalement, quand tu arrives en région, en tout cas dans une ville comme plus bouillonnante, comme Rimouski, avec une université, tout ça, il n'y a pas tant la pêche, il n'y a pas tant l'agriculture. En fait, il y a comme plein de monde super crinqué, curieux. Fait que c'est sur cette gang-là que moi, je suis tombé. C'est comme ici que je me suis professionnalisé là, comme cinéaste, là, entre guillemets. C'est ça, il y avait la cellule Kino. Puis tu sais, le slogan, le leitmotiv du mouvement Kino, c'est faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. Tu sais, puis ça... Cette espèce de mantra-là, moi, je l'applique à peu près tout dans ma vie, tu sais. Fait que, en fait, je trouve qu'en région, le milieu culturel, il fonctionne sur ce leitmotiv-là. Il n'y a pas toutes les ressources qu'on a à Montréal, ou, mettons, dans une moindre mesure à Québec. Fait qu'il faut juste que tu comptes sur toi-même et ton réseau. Puis les ressources qu'il y a, c'est l'entraide. Il n'y a pas tant de compétition entre les personnes, mais plutôt de la coopération. C'est vraiment... ça remplace ça, des dizaines de milliers de dollars. Ça vaut en fait des dizaines de milliers de dollars, tu sais. Le projet S'affranchir de l'image, c'est la première fois que j'avais un salaire. J'avais un salaire pour faire la recherche, un salaire pour... Fait que, tu sais, ça, c'était cool. C'est comme, pour la première fois, je me sentais même mal, tu sais, tellement j'étais pas habitué là, d'être payé pour faire ça. S'affranchir de l'image, au départ, c'était un documentaire sur les naturistes, le mouvement naturiste, puis comment ce mode de vie-là fait en sorte que tu désexualises le corps. Mais finalement, ben, c'est ça, le naturisme, c'est un mouvement qui est moins populaire aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans. Fait que dans le cadre du film, je me suis dit, bon, je trouve moins de naturistes que je pensais comme personnage, fait que je vais rajouter d'autres personnes qui appartiennent à des mouvements aussi un peu similaires, c'est-à-dire des gens qui contestent les standards de beauté, puis qui proposent d'autres choses. On est exposé à énormément d'images chaque jour et donc ça nous expose davantage à des images standardisées qui finissent par être toujours les mêmes et qui imposent des codes assez stricts sur ce qu'est la beauté. Ben, t'as jamais vu ça? Parfait, fine. Ben, voici une femme avec des rondeurs, c'est ça que ça ressemble en brassière puis en bobette. Trouves-tu que ça fait tant que ça, tu sais? Ce que je veux, c'est montrer que la beauté n'est pas exclusive à ceux qui répondent aux critères que la société nous impose. On est exposé à toutes sortes de corps, mais en même temps, il y en a beaucoup qui sont retouchés. Donc le corps naturel, je suis pas sûr qu'il soit très présent dans les médias. J'aime les choses qui sont belles, mais j'aime pas qu'on me dise qu'est-ce que je dois trouver de beau. J'ai passé 24 heures sans mon téléphone, j'ai failli devenir folle.
Julie est une organisatrice communautaire, féministe et mère de 2 jeunes enfants. Un dilemme la tiraille, suivre ses convictions ou céder à la pression des standards. Ouais, le popcorn est prêt, les enfants! Mais c'est sûr que les maternités, ça a un impact sur le corps. Entre les maternités, bon, l'allaitement. Mais une fois que l'allaitement est fini puis que tu te dis, OK, je veux plus d'enfants, je me suis regardée et puis je me suis dit, OK, maintenant, j'ai fait face au malaise que j'avais face à mon image corporelle. La résistance que j'avais à vouloir perdre du poids, c'est sûr que c'était de contrevenir ou d'aller à l'encontre de principes féministes que je porte et que j'ai défendus. Il faut se libérer du regard des autres, qu'on est comme on est le pouvoir au féminin. Puis j'ai résisté vraiment pendant des années, puis c'était un combat vraiment, vraiment fort, là. À un moment donné, j'ai lâché prise parce que c'était un autre dogme et que je me mettais déjà que j'étais victime des standards. J'étais victime de mon propre analyse intellectuelle sur comment je devrais réagir aux standards. On vit aujourd'hui dans un monde où le corps doit être, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, assez mince, plutôt en forme, un corps qui démontre une forme d'activité physique. C'est ce qu'on voit beaucoup, en tout cas, dans les médias et sur les médias sociaux. Et je crois que c'est aussi beaucoup dicté par toute la consommation. Toutes les images publicitaires qu'on peut voir nous renvoient des corps qui se ressemblent tous, des corps sveltes pour les femmes et des corps plutôt musclés pour les hommes. Quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, à un moment donné, où j'arrête, c'est quand que j'ai le corps idéal, il est dans ma tête. Fait qu'on court après pour répondre aux standards, mais c'est pas quelque chose de tangible. Fait que c'est comme si on court constamment vers quelque chose qui est inatteignable. Je me suis dit, il faut que je m'ouvre cet esprit-là parce que j'ai pas envie de porter ce malaise-là toute ma vie. Puis le transmettre aussi à mes enfants. Puis ça a été un gros déclencheur de me dire, j'ai 2 filles, mais je veux pas leur transmettre le fait d'être mal dans leur corps ou de pas l'assumer ou de pas être pleinement l'habiter. Notre modèle de beauté actuel comprend tellement de facteurs et d'aspects, que ce soit le poids, la silhouette, la masse musculaire, le visage, la peau, tout ça, que c'est très rare qu'une personne puisse posséder tous ces atouts-là. Donc, les statistiques nous le démontrent, là, que c'est 90 des femmes et 70 des hommes qui sont inconfortables avec leur apparence physique. Alors, c'est intéressant de voir qu'il doit y avoir quand même beaucoup de gens dans cette proportion de personnes-là qui sont assez proches du stéréotype, mais qui visiblement se sentent pas nécessairement mieux. Le fait que j'utilise pas les réseaux sociaux dans ma vie, je constate que ça limite un peu mon champ d'inspiration, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais moi, comment je fonctionne, c'est par contact, par discussion, l'échange. Et moi, quand je vois quelqu'un qui est bien dans son corps, dans sa peau, je vais la trouver infiniment belle et beaucoup plus inspirante qu'une personne qui pourrait répondre aux standards, mais que ça me parle pas. Ça me fait moins vibrer en dedans. Puis leur bien-être m'inspire, puis je fly là-dessus un petit bout après, là. Des modèles pour inspirer Julie, il en existe aux 4 coins du Québec, mais sans toujours avoir la visibilité qu'ils méritent dans les médias. Des mouvements qui défient les standards corporels, des citoyens qui se réapproprient leur corps, de toutes les formes, de toutes les couleurs et de tous les âges. Premier arrêt, rencontre avec un des exemples les plus anciens qui incarne l'acceptation du corps, un mouvement né en Allemagne au tournant du 20e siècle qui s'est répandu au Québec dans les années 70. Oui, bonjour. OK, vous ouvrez la barrière. Ça fait longtemps que vous pratiquez le naturisme? En 1980. Où est vous est venue l'idée d'ouvrir un camping naturiste dans le bas du fleuve? Parce qu'il n'y en avait pas à Rimouski. Oui, ça vous manquait? Bien, ça me manquait, puis je travaillais à Rimouski. Donc, avec le camping, puis mon travail, j'avais l'impression que quand je finissais de travailler, que j'étais toujours en vacances. Salut! 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 Ça sent bon ici? Oui. Oui, pas chaud, hein? Non, c'est pas chaud. Ça fait 5 ans qu'on est à la vieille ferme. Ce qui est différent avec quand j'étais plus jeune, c'est que dans la société, il y a comme l'hypersexualité. Ici, là,
c'est pas de la sexualité, c'est de l'humain. On est juste nous, ce qu'on est fondamentalement des humains. Ah, c'est beau, OK. 1, 2, 3, go! Un beau sourire! Voilà. La première fois, moi, que je me suis retrouvé dans un centre naturiste, j'ai dû me convaincre que je voulais vraiment y aller. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma copine, et puis on n'était pas sûr de nous du tout. On est arrivé à 10 h du soir, d'ailleurs, on a monté la tente, on s'est couché, et c'est le lendemain matin, il y avait un soleil formidable, et donc on est sortis. Et pour moi, ça a provoqué un déclic chez moi. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, c'est possible d'être nu dans un endroit merveilleux, un endroit de rêve, et qu'il y ait d'autres personnes nues dans ce même espace naturel, et il ne se passe rien. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'orgie, rien. Moi, je suis né à la Pommerie. Ma mère est enceinte de moi. Puis en fait, je suis né bronzé, pour vrai. Tellement j'avais passé l'été exposé. Même si je suis né là-dedans, on pourrait penser que je suis insensible au complexe physique, à la gêne, à la pudeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À chaque année, je revis de la pudeur. Il y a des situations où je me sens gêné, j'ai des complexes physiques. On a toujours des choses qu'on aime moins de notre corps. J'ai eu ma première expérience naturiste, puis je t'avoue que quand je suis arrivée, puis j'ai vu les gens qui ont l'air tellement à l'aise avec des petits seins, des gros seins, des sexes plus gros, plus petits, des personnes handicapées aussi, je les trouvais tellement à l'aise que finalement, moi, ça m'a rendue à l'aise. Le fait de voir des gens de toutes formes, ça nous permet, nous, de nous accepter comme on est. C'est une espèce de don visuel réciproque. On se sent à l'aise. Moi, je pense que c'est important de faire du cinéma qui montre la réalité dans laquelle tu vis, parce que, imaginez, par exemple, que les seules émissions, les seuls films qu'on voyait à la télé, ils étaient tournés dans des pays chauds, tu sais, avec la plage, les palmiers. Tu sais, toi, quand tu fermes la télé puis tu t'en vas dehors, c'est pas ça qu'il y a. Si ta vie est pas là, elle a comme moins de valeur un peu. Fait que bref, pourquoi faire du cinéma en région? C'est pour que quand les gens écoutent la télé, ils se voient dans l'écran. Puis ça valorise, c'est comme si ça confirme leur choix qu'ils ont fait d'habiter en région. Je pense que les gens qui habitent en région, il y a de quoi être fiers. En fait, c'est un mode de vie auquel aspirent beaucoup de gens de Montréal, tu sais. Sauf que c'est pas ça qu'on montre dans les films qui sont tournés en région, tu sais. Ouais.